Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Verre à moitié plein, votre podcast préféré sur le tourisme durable. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter deux personnalités qui incarnent véritablement l'esprit de la nature et de l'aventure. On les surnomme les Tarzan et Jane français ou encore les enfants de la forêt. Vous les avez peut-être reconnus, il s'agit des créateurs de contenu Léo Urban et Audrey Nera. Aujourd'hui, Léo et Audrey, c'est presque 1,8 million d'abonnés sur Instagram, 250 000 sur YouTube et une série documentaire avec Canal+, L'enfant de la forêt. Ils voyagent beaucoup. L'objectif, allier sport, voyage et protection de la planète. En bref, ils mettent leur capacité physique et leur communauté de followers à profit pour réaliser des actions concrètes autour du globe en accompagnant des scientifiques. Cet épisode, c'est l'occasion de plonger plus en profondeur dans le parcours extraordinaire de Léo et Audrey, de la création de la méthode primale jusqu'à sa mise en pratique pour le bien commun avec des vidéos et des documentaires qui nous inspirent à nous rapprocher de la nature dont on s'est tant éloigné. Bonjour Léo et Audrey, bienvenue sur le Verre à moitié plein et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Élise, c'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation également. Bonjour Élise, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, on est ravis d'être là. Moi aussi, alors aujourd'hui on va discuter création de contenu, vidéo, réseaux sociaux et aussi de votre discipline, le parcours primal, de sport et de comment vous arrivez à lier un petit peu tout ça avec des voyages qui se veulent le plus vertueux possible, donc ça fait plein de sujets à aborder. Mais pour commencer, voilà, comme d'habitude, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter rapidement pour qu'on comprenne qui vous êtes et ce qui vous a mené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Audrey, je suis la compagne de Léo Urban, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et qu'en fait moi j'étais professeure de PS pendant 10 ans, j'étais gymnaste pendant 28 ans et en fait depuis que j'ai connu Léo en fait je me suis mise au sport à l'extérieur, à la nature. Et ça a un peu changé ma vie. J'ai depuis 1 an arrêté de travailler et je le suis dans ses tournages aux 4 coins de la planète. Je suis devenue sa caméraman et voilà. Et en fait, sur les réseaux, je grimpe dans les arbres et je montre aux gens que c'est super intéressant de penser la nature et penser le sport différemment, surtout quand on est une femme. En ce qui me concerne, ça va être un peu plus rapide parce que généralement les gens savent déjà un petit peu ce que je fais. Mais je suis à l'initiative du mouvement de l'art primal, qui est un art dans lequel on est incité à se reconnecter à la nature, au vivant, à s'inspirer des éléments, des forces de la nature, des animaux pour devenir un athlète aguerri, accompli, plus fort, mieux dans sa tête, mieux dans son corps, et de pouvoir tout simplement dans les temps actuels, modernes, empli de technologie, pouvoir se reconnecter à quelque chose de véridique. Donc c'est ça un peu le primal. J'ai commencé par le parcours traditionnel à l'âge de 11-12 ans. Rapidement, j'ai bifurqué dans la nature parce que j'habitais à 1600 mètres d'altitude, en pleine montagne, avec un lac, un terrain accidenté, des sapins de partout. Et rapidement, j'ai commencé à switcher, à faire du parcours dans la nature. Et les murs devenaient des rochers. Le terrain accidenté devenait une occasion pour moi aussi
d'être pieds nus, de m'entraîner pieds nus et puis de renforcer mon corps autrement que dans la ville. Déjà, la devise du parcours, c'était être fort pour être utile. En étant pieds nus, en étant exposé au froid en hiver, etc. et en étant dans des terrains, on va dire, escarpés et toujours variés, ça m'obligeait à tout le temps sortir de ma zone de confort en permanence. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a forgé. Mais au départ, la niche du truc, c'était le parcours. Et le parcours primal, donc c'est toi qui a lancé cet art, cette discipline sportive ? Dans le monde occidental, on va dire que je l'ai démocratisé d'une façon qui est accessible physiquement, athlétiquement, artistiquement parlant. Enfin, c'est accessible à tous. On a 2 bras, 2 jambes, on peut bouger. C'est ce que le parcours m'a enseigné. Maintenant, il y a une dimension supplémentaire dans la nature, dans cette connexion, j'aime pas ce mot-là. Quand on est dans la nature, on a une dimension supplémentaire, une façon de ressentir ce qui nous entoure, notre environnement, les arbres, de bouger sur du vivant, contrairement au parcours où on bouge sur des murs en béton. À la salle, on soulève des haltères. À la gym, on est sur des agrès artificiels. Là, on est en permanence au contact de quelque chose de vivant, de la matière, que ce soit un rocher, que ce soit un arbre, que ce soit directement le sol, l'eau, le vent, etc. Tous ces éléments-là font qu'on est en permanence au contact de quelque chose de puissant. Après, pour répondre à ta question, Léo n'est pas le seul à faire ça. Il y a d'autres gens qui bougent, notamment des indigènes, des autochtones. C'est quelque chose qu'en fait les peuples, nos ancêtres, on le faisait tous en fait finalement. C'était quelque chose de naturel pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir construire des cabanes, etc. Et en fait, donc ça c'est des choses qui ont été inspirées de nos ancêtres. Il y a des gens aussi aux 4 coins du monde qui grimpent aux arbres, qui font comme Léo. Après, là où Léo est un peu précurseur, c'est qu'il a déplacé le parcours dans les arbres. Ça, c'est assez unique, c'est-à-dire qu'il a déplacé une activité que tout le monde connaît dans la nature. Ça, c'est un peu le seul qui l'a fait. Depuis, il a inspiré pas mal de monde quand même. Et puis, il a un ami à Barcelone qui bouge dans les arbres. Alors lui, il fait pas du parcours, il fait du déplacement dans les arbres, du déplacement dans la nature finalement, puisqu'en fait c'est super intéressant puisque ça allie vraiment la créativité, l'imagination, comment mouvoir son corps dans un environnement naturel. Comment on peut se bouger, tu vois, utiliser des branches va déclencher tel déplacement, bref. Donc en fait, ils se sont rencontrés il y a pas longtemps, ils ont eu une forte connexion tous les deux, puisque lui, il le faisait de manière très spontanée et spirituelle quelque part, et Léo, lui, il avait ce côté plus sportif, et en fait, la communion des deux fait que le garçon s'est un petit peu plus entraîné avec des objectifs comme l'entendre le sport, et Léo, lui, s'est laissé un petit peu plus aller spirituellement dans le mouvement, tu vois. Et donc, c'est vrai que il y a d'autres personnes, elles sont rares, et chacun le fait. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la nature, du coup, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dogme, il faut faire ça, comme si. Chacun le fait avec sa perception humaine, ses expériences et ses envies, son imagination du moment. Et donc, chacun bouge un petit peu à sa manière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans le monde occidental, on a oublié cette façon de s'amuser au-delà de l'enfance, finalement. Parce que quand on est allé en Équateur, par exemple, c'est au-delà d'une faculté, d'une capacité utile que de grimper dans les arbres pour chasser, pour aller chercher des fruits. Ils s'amusent en grimpant dans les arbres et c'est un plaisir de grimper dans les arbres. Aujourd'hui, les gamins, passé un certain âge, arrêtent de grimper aux arbres parce que c'est mal vu, parce que c'est tout simplement des fois interdit dans les parcs, parce qu'on a des barrières psychologiques et mentales depuis des générations et des générations qui nous empêchent de franchir ces petits caps et cette liberté qui est pourtant la chose la plus naturelle qui soit. Donc c'est pour ça que ça paraît extraordinaire quand tu as 2 ou 3 personnes qui font ça dans notre monde moderne, mais c'est absolument normal et c'est dans l'ordre naturel des choses, quoi. Tout le monde peut le faire. Oui, c'est que nos sociétés occidentales ont fait disparaître
cette pratique, mais en fait ça a toujours existé et ça existe encore chez d'autres peuples. Parce qu'on n'a plus de besoin, en fait, on n'a plus besoin d'aller chercher la noix de coco en haut du palmier parce qu'on a déjà des noix de coco qui sont dans le supermarché. Et en fait, tout est comme ça. On n'a plus besoin de survivre, on a tout ce qu'on veut partout, tout le temps, sans produire vraiment d'efforts. Donc c'est vrai que notre corps est devenu on l'utilise d'une autre façon totale. Et on voit bien que dès qu'on sort de ce qu'on connaît ici en Occident, dès qu'on va dans des pays beaucoup plus loin, beaucoup plus reculés, où il y a moins accès à tout ça, les gens ont un corps différent, une façon de l'utiliser complètement différente, une mentalité différente aussi. Ils sont souvent pieds nus aussi. Ils sont pieds nus, ils ont le corps souvent aussi dénudé, même s'il fait très froid. Ils ont une relation avec leur corps et avec les éléments qui est complètement différente. Et c'est vrai que même nous, en fait, quand on grimpe, c'est pas juste... même dans nos habits, dans notre façon d'être physiquement en relation avec la nature, tout est pensé aussi pour renforcer alors, on n'aime pas le mot reconnecter, mais pour ressentir aussi, pour que notre corps ressente les éléments et devienne plus fort aussi à cette manière-là aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. En fait, notre corps, on a oublié, il est plus utile comme il devrait l'être dans nos sociétés actuelles aujourd'hui. Mais ça me fait penser à... J'ai été en Indonésie en mai et j'ai passé quelques temps dans un village. Ils marchent la plupart du temps pieds nus ou en tongs. Et ce qui m'avait impressionné, c'était leur faculté du coup de monter au cocotier pour récupérer les noix de coco. Et ça m'avait vraiment impressionné. Donc ça fait sens avec ce que vous dites. Normalement, tu peux le faire, on peut le faire, ta maman peut le faire, on pourrait le faire finalement. Mais c'est vrai qu'on a perdu plein de choses en fait. Mais on a tous deux jambes, deux bras, des abdos, des fessiers. On est capable de faire ça. C'est juste que la vie actuelle nous a complètement enlevé en fait ces besoins-là. Donc on ne le fait plus. C'est logique, hein? Oui. Et pourquoi vous n'aimez pas le mot reconnecter à la nature? Parce qu'on est dans une société ultra connecté à la technologie et le mot connecté est une connotation moderne qui a été utilisée récemment. La connexion à la nature aujourd'hui, on l'utilise de façon presque effet de mode pour dire je suis connecté, je suis connecté, je suis connecté, je suis connecté à la nature. Or, pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait quand même un certain échange, une harmonie. Et quand les gens aujourd'hui vont dans la nature, une forêt aujourd'hui en France, elle a une connotation de loisir. C'est-à-dire qu'on va y faire des activités, on va y faire du vélo, on va faire de la course à pied, on va y faire les champignons, etc. Tandis qu'à la différence de l'Indonésie, par exemple, la nature, c'est la pharmacie, c'est le garde-manger, c'est ce qui te fait survivre, c'est ce qui te donne la vie au final. Donc aujourd'hui, comme nous, on s'est coupé de ce lien très particulier, de cette véritable connexion. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de connexion avec la nature. Et ce, même Audrey ou moi qui grimpons aux arbres, c'est un échange unique finalement, puisque l'arbre, c'est la condition pour qu'on devienne plus fort mentalement et physiquement, mais finalement, qu'est-ce qu'on lui apporte, nous, à l'arbre, si ce n'est à long terme de l'écorçage, des cicatrices, tu vois, donc il y a cette volonté égocentrique et égotique derrière de se dire qu'on est connecté en communion avec la nature, mais c'est faux. C'est faux et il faut se le rappeler, il faut se le dire. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on est dans une démarche, nous, d'essayer de respecter au maximum la nature. Alors c'est vrai qu'après, nous, on veut se faire plaisir et on veut continuer à grimper aux arbres. Mais il y a une façon de le faire, il y a une façon de sensibiliser. Mais il faut se rappeler aussi que d'un certain côté, les singes, quand ils bougent dans les arbres, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie, ils n'en ont rien à foutre de casser des branches, etc. Ils sont juste dans leur environnement et ils y sont véritablement intégrés. Nous, on doit d'abord se réintégrer à cet environnement-là qui n'est plus le nôtre avant de pouvoir se dire qu'on est connecté, qu'on est quoi que ce soit. Ok, c'est super intéressant parce que c'est la première fois du coup que j'entends quelqu'un qui me dit ça. Normalement, la plupart de mes invités me parlent de reconnexion à la nature. Tout ce que vous faites, vous le partagez sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram, compte YouTube. Vous avez aussi un documentaire avec Canal+. Je voulais savoir, d'où c'est venu cette envie chez vous de partager tout ça sur les réseaux.
Tout simplement, c'est toujours en lien avec la question précédente sur la connexion, c'est d'essayer de rendre un tant soit peu ce que la nature nous a donné. Personnellement, elle m'a rendu plus fort, elle a fait la personne que je suis aujourd'hui, avec des valeurs, avec du courage, avec des convictions, avec un mental pas à toute épreuve, mais quand je me fixe un objectif, je sais que je vais me mettre en condition pour pouvoir réussir coûte que coûte. Moi, pour ma part, c'est vrai que la nature m'a fait un bien fou en tant que personne parce que j'y étais pas vraiment exposée. En tout cas, j'y étais pas du tout sensible avant de connaître Léo. Moi, j'étais une nana de la ville, je sortais beaucoup, je faisais mon travail, j'avais plein d'amis, bref, la vie classique parisienne à 1000 à l'heure. Et en fait, quand j'ai rencontré Léo, je me suis blessée gravement et puis je me suis retrouvée alitée pendant presque un an. Et il m'a emmenée chaque jour dans un parc pour méditer, pour respirer et pour me soigner. Que des choses que je connaissais pas. Je trouvais ça très bizarre et puis en fait, petit à petit, la nature m'a fait énormément de bien et je me suis rendu compte à quel point j'étais bien dehors, pieds nus dans une forêt, alors que j'étais mal dans la ville j'étais mal. Et en fait, depuis ces quelques années où j'ai mis un pied devant l'autre et que Léo m'a tiré de plus en plus vers la forêt parce que moi j'étais dans ma gym à fond, etc. Petit à petit, quand j'ai commencé là depuis un an vraiment à grimper aux arbres, tous les jours on est dans la nature, tous les jours on fait un bain de soleil, tous les jours je touche un arbre, je marche pieds nus, je suis énormément moins stressée, voire plus du tout. J'ai fait un gros travail en fait sur moi-même, sur beaucoup de choses et en fait je me rends compte à quel point ça me fait du bien et donc mes réseaux, quelque part, sans le vouloir non plus, mon compte a explosé et j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui m'écrivent et qui me disent à quel point ça leur fait du bien de voir une femme grimper et en fait je me rends compte malgré moi du pouvoir un peu de ces réseaux. Et là, je trouve que pour une fois, c'est un bon pouvoir parce que les réseaux, je trouve qu'ils font du mal. Et là, je trouve que les réseaux sont top pour ça parce que j'ai beaucoup de messages de femmes qui me disent merci, ça me fait du bien, ça me donne envie de le faire. Et en fait, oui, du coup, là, je prends un axe plus en mode aider les gens qui sont comme moi à aller un peu plus à se connecter à la nature, à prendre contact avec la nature, à prendre contact avec la nature parce qu'en fait, on s'y sent bien, elle nous fait du bien et je le souhaite vraiment à tous et à toutes. Ce qu'on essaye de faire au travers des réseaux, c'est justement de transmettre cette puissance qui émane de la nature et les bénéfices qu'il y a à l'exposition en permanence avec cette dernière. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de grimper aux arbres, de sauter, de faire des performances de dingue. Là n'est pas le message en fait. Le message, moi c'est ma manière, c'est mon art, c'est mon expression personnelle au travers de la nature. Mais là par exemple ici en Pologne, on est chez des gens qui font des affûts, qui se lèvent à 4h du matin, qui sont en silence dans la nature. Photographier les animaux. Photographie les animaux, qui sont dans l'observation, qui sont dans la rencontre. Ils y sont complètement, tous les jours. Ce qu'on veut transmettre au travers des réseaux, c'est vraiment cette paix intérieure que tu arrives à acquérir sans ego, sans comparaison, sans superficialité, où tu es vraiment toi-même. Il y a une véritable connexion avec la nature, avec les animaux. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est de retrouver cette connexion. Cette place, en fait, c'est qu'on a une place avec les animaux, avec la faune, la flore. Tout est connecté et c'est vrai que nous, humains, là, aujourd'hui, actuellement, on est complètement sortis de ça. On reste qu'entre humains, on construit des choses qu'entre nous, etc. Et c'est vrai que là, nous, tous les jours, on se lève, on va voir les animaux aussi. Il se passe quelque chose d'extraordinaire qui est hyper puissant et en fait on se rend compte que on fait partie de cette chaîne, on fait partie de ce cycle de vie et de mort et on s'en est coupé. C'est vrai que chaque personne en fait à travers nos réseaux, chaque personne y trouve en fait ce qu'il a au fond de lui. Il y en a, ça va être ça peut être la photo, ça peut être des balades, ça peut être emmener son chien, bref. Et en fait chacun va trouver en fait le lien par lequel il va rentrer dans la nature et il y trouvera ensuite son chemin à faire lui-même. Il n'y a pas une vraie voie toute tracée. À nous de la découvrir finalement. Mais on n'est pas obligé de faire comme Léo et de grimper aux arbres. C'est ça. Non. C'est juste l'étincelle en fait de se dire waouh, moi aussi en fait j'ai envie
d'être dans la nature et de ressentir ça. On peut le voir quand on voit un bon film comme Avatar ou des films qui nous font rêver comme ça. On a un peu cette sensation de se dire mais qu'est-ce que je fais en ville? Il faut que je ressente des choses différentes. Le fait de grimper, ça rappelle beaucoup d'émotions d'enfant. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent « Ah, je le faisais quand j'étais petit, c'était trop bien avec mon père. » Ça rappelle énormément d'émotions et en fait, tout le monde le fait, ça, finalement. Partout dans le monde, tout le monde a un jour grimpé dans un arbre. C'est spontané, on y va, ça nous appelle. Donc la seule question, c'est pourquoi adulte, on ne le fait plus. Y a plein de gens qui m'écrivent aussi « Ouais, des fois je le fais et les gens me regardent trop bizarre, on se moque de moi. » En fait, c'est quand il y a du jugement. Et donc, voilà, c'est que petit à petit, montrer que si tu as envie de grimper dans un arbre, tu peux grimper dans un arbre et qu'on s'en fiche. Si tu as envie de marcher pieds nus, tu marches pieds nus, on va te regarder bizarre. Et en fait, c'est comme ça que les gens vont commencer à ouvrir leurs esprits et ceux qui veulent le garder fermé, qui reste l'esprit fermé, c'est pas grave, quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on se soit coupé de la nature, je reviens sur mon voyage en Indonésie, parce que ça m'y a fait penser, mais c'est exactement la conversation que j'avais avec du coup les Indonésiens du village où j'étais. On parlait, on comparait nos modes de vie, et je disais qu'en France, les gens étaient stressés, angoissés, et bon bref, voilà, on parlait de nos modes de vie, et ils disaient que le problème c'était qu'on s'était trop coupé de la nature, alors qu'on avait tout dans la nature, et eux c'est vrai, comme vous le disiez, il y a les médicaments, la nourriture, ils essayent d'être de plus en plus autonomes, et ils sont bien, alors que... Ouais. On n'a pas non plus la connaissance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en même temps ça a diabolisé le mode de vie ancestral. Les gens qui vivent en Indonésie, on a plutôt tendance à dire que c'est des pouilleux, des sauvages, qu'ils ont rien, alors que eux, ils sont plus proches de la vérité, des vraies lois de la nature, qui font qu'on est en harmonie, en équilibre dans ce monde, plutôt que nous, où on se demande pourquoi on est stressé, on se demande pourquoi on a des problèmes divers et variés de santé, que ce soit mental ou corporel. Et tout ça, c'est lié à un environnement qui n'est pas du tout fait pour nous. On vit dans des villes et quand on le voit, la plupart des animaux ne vivent plus dans les villes. Il y a quoi comme animaux? Il y a des cafards, il y a des rats et il y a des pigeons. Après, la plupart de la biodiversité n'est pas adaptée à ce type-là d'environnement et ne peut pas survivre. Et, en fait, les lois qui font ce monde, elles sont brisées. Et on doit repenser, parce que là, malheureusement, si on ne repense pas notre façon de vivre avec la nature, on va se casser la gueule. Je vais reprendre comment vous êtes décrit en fait sur le documentaire Canal+. Donc il y a écrit « Habitué des exploits sportifs », Léo Urban répond à l'appel au secours des scientifiques, de militants écologistes ou de simples citoyens qui se battent pour l'environnement. Il met ses capacités physiques hors normes et sa communauté de followers à profit pour mener des actions concrètes autour du globe. Et donc en fait, globalement, ça décrit totalement ce que vous faites. Vous faites des vidéos, vous alliez sport et vous informez sur différentes causes environnementales. Et donc je vous propose qu'on en parle aujourd'hui pour savoir un petit peu comment vous faites, comment vous travaillez sur ça. Et c'est des projets sur lesquels vous avez travaillé, donc à Brocéliande, en Équateur. J'ai vu récemment aussi au Canada avec les feux de forêt. Il y a deux domaines, c'est-à-dire il y a deux dimensions. Il y a Canal+, et ensuite il y a YouTube. Sur YouTube, on n'a pas... on va dire qu'on n'a pas une ligne éditoriale, oui c'est vrai, mais on n'a pas non plus une amplitude aussi grande que sur Canal+. C'est-à-dire que ce sont des projets qui vont mettre plus, on va dire, en lumière certaines choses, mais qui ne vont pas contribuer à l'amélioration de la situation forcément, parce que voilà, on est sur quand même quelque chose où on doit produire sur YouTube, où on doit montrer. Donc c'est plutôt des petits coups de projecteur un petit peu partout pour alerter, pour voir ce qui se passe, etc. Mais après, sur Canal+, ça prend une dimension supplémentaire où on essaye de faire participer d'une manière ou d'une autre la communauté, qu'elle soit embringuée avec nous en fait dans l'aventure, au travers d'une cagnotte, au travers on essaie de sensibiliser parce qu'on fait des cours aussi primals,
Et l'argent en fait est reversé à certaines associations, certains projets pour Canal+. En Inde, ça a servi par exemple à creuser un lac artificiel pour retenir la mousson pour les animaux dans le désert et retenir en fait toute cette eau et la désertification en fait là-bas et l'urbanisation. Pour permettre aux gens sur place, aux fermiers sur place en fait qui ont des troupeaux de rester sur place pour qu'ils soient autonomes et qu'ils n'aient pas besoin de retourner en ville et perdre leurs troupeaux, etc. Donc c'est vrai que là il y a un impact humain et même au niveau de la faune et de la flore qui est hyper intéressante. Il y a eu le Maroc aussi. C'était le premier épisode de Canal+, le Maroc. On est parti à la rencontre d'un scientifique qui recense les singes magos qui sont en voie de disparition. Et en fait, il a fait un travail de recensement dans des gorges de Ouabzaza qui sont inconnues, même là-bas au Maroc, ils connaissaient à peine ces gorges, les locaux. Et en fait, on est parti avec lui 4 jours pour essayer de voir en effet qu'il y avait bien des singes magots à cet endroit-là, pour pouvoir préserver cet endroit aussi, etc. Donc, il y a eu un impact. On a mis un pied à l'étrier à ce scientifique puisque les recherches vont devoir continuer, etc. Mais en tout cas, on a fait le premier pas avec lui. En fait, il n'y a jamais eu de recherche attestant la présence des macaques de Barbarie dans le centre du Haut-Atlas, dans les gorges de Ouabzaza. Donc on est parti là-bas, on a réussi à voir un juvénile et un adulte à 300 mètres, mais ce qui veut dire quand même que la capacité de cette espèce à vivre aussi bien dans les villes, à piller, à se nourrir des touristes, etc., et à vivre dans un désert quasi aride, ou avec des hivers froids, avec très peu de ressources pour se nourrir, montre une capacité de résilience très intéressante qui intéresse les scientifiques pour aller sur place, pour continuer à étudier l'espèce, pour préserver les gorges de Ouabzaza. Le tourisme commence tout juste à arriver là-bas et de repenser en fait un écotourisme autour des gorges pour les préserver, parce que le Maroc est quand même un pays où l'écologie est quasi inexistante et où le tourisme est extrêmement présent. Donc il y a beaucoup de choses à repenser sur des prochaines destinations comme les gorges par exemple. Après, on a fait un projet également en Équateur. Et c'est vrai, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans ces épisodes-là, on met à contribution la communauté, les followers de Léo sur Instagram. On les informe sur ce qui se passe. On leur demande s'ils sont intéressés à participer au projet. On met en ligne une cagnotte avec donc voilà, toute l'information du projet mis en place pour l'épisode. Et donc, les gens sont dans le projet, en fait, finalement. C'est ça qui est vraiment génial et qui est assez inédit d'ailleurs sur Canal+, c'est qu'en fait cette communauté est très active. On récolte des dons qui nous permettent d'acheter des drones, du matériel, des GPS pour équiper scientifiques, en Équateur, on a équipé une équipe de jeunes femmes qui se battent pour protéger leurs rivières de leur paillage. Bref, et c'est vrai que ça c'est assez inédit et c'est assez gratifiant pour nous et pour les followers de Léo qui du coup participent eux aussi à leur manière de chez eux au projet comme ça aux 4 coins de la planète, et ça c'est vraiment fort quoi. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'au-delà du projet Canal+, après c'est des rencontres avec des gens avec qui on se lie souvent d'amitié, on garde contact et on suit l'avancée du projet après notre départ. Par exemple là on a participé au Canada à une première expédition dans ce qu'ils appellent le Nitassinan, donc le territoire ancestral de la communauté des Inuits. Et en fait, il y a beaucoup de forêts au Canada. Si on survole le Canada en hélicoptère, on va voir une étendue à perte de vue de forêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment 80 à 90% de cette forêt est exploitée. C'est pas de la forêt naturelle, c'est de la forêt industrielle. Et là où on est allé dans véritablement un territoire qui est vierge finalement, où le caribou forestier est encore présent. Ils ont été recensés à peu près entre 150 et 200 individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le caribou forestier est en déclin complet, c'est-à-dire qu'il resterait 4000 individus au Québec, ce qui est quasiment, plus rien. On estime que si on fait rien, le caribou aura disparu d'ici une décennie. Et de protéger cette aire, de la sanctuariser avec des relevés scientifiques, des carottages d'arbres, des relevés scientifiques aussi également. On a fait des relevés dans les sols.
On a fait également, en fait, on a trouvé un site ancestral de trapage qui va permettre peut-être, en tout cas qui est une preuve tangible et qui va permettre peut-être de sanctuariser vraiment cet endroit parce que on atteste culturellement que les Inuits étaient ici, que c'est un territoire qui n'a jamais été cédé et que culturellement parlant, c'est quasiment équivalent à des sépultures. Donc ces endroits-là sont extrêmement importants pour préserver et d'un côté la culture et le territoire et la biodiversité. Et vous êtes allé en Équateur aussi, vous avez fait des vidéos YouTube, notamment là-bas avec les Waorani, c'était super intéressant. Et là-bas, vous parliez dans vos vidéos de l'exploitation pétrolière illégale aussi. Oui, c'est vraiment catastrophique, on peut le dire. Entre, en fait, on pille les ressources en Équateur, que ce soit leur paillage dans les rivières, c'est du pétrole, c'est de la coupe forestière, on attaque de toutes parts la forêt. Et c'est vrai que dans l'épisode Canal+, d'ailleurs, on a pu porter des preuves grâce à Murmuration, grâce au site. En fait, on a réussi à récolter vous avez réussi à nous donner en fait des données hyper importantes qui montraient en fait la dégradation autour de la rivière depuis 20 années en fait. Je crois que c'était environ 20 ans. Depuis les 20 dernières années. Ouais. Et en fait, on voit bien la présence de l'homme avant et après. Et en fait, ces preuves-là ont été super intéressantes pour les femmes qui se battent, celles qu'on a rencontrées, les Yuturi Warmi, puisqu'en fait, ce sont des preuves qu'elles collectent. Elles font des gros dossiers très complets qu'elles apportent ensuite au gouvernement parce que grâce à ces preuves-là, le gouvernement va pouvoir agir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le gouvernement sait très bien ce qui se passe, mais sans preuves officielles, il ferme un peu les yeux et il laisse faire les choses parce que ça reste intéressant pour eux quand même. Et en fait, le fait que les gens aient des preuves, ils sont obligés d'agir derrière. Donc c'est vrai que la Murmuration a permis vraiment un coup de pouce dans ces démarches-là et ça c'était exceptionnel quoi. Et on a fait une cartographie, c'est ça ? C'est ça, ouais. Cartographie de la zone, de la rivière sur les 20 dernières années. Ils nous ont montré donc l'état en fait, il y avait l'état de la rivière qui était plus ou moins pollué selon les années et l'état aux alentours de la forêt ils sont obligés de déblayer les forêts pour pouvoir faire passer les engins, les machines. Donc en fait, ils déforestent, ils coupent le bois, et donc on voit bien l'état de la rivière et de la forêt qui est complètement détruite sur les 20 dernières années quoi. Et que ça fait que s'empirer. Ce qui est très intéressant aussi en Équateur, c'est on a pu assister, on a pu voir deux communautés qui sont très différentes. Donc les Yuturi Warmi qu'on a rencontrés, qu'on a réussi à équiper en drone, en matériel, etc. Et les Kofan de Sinangoe qui sont déjà à l'étape supérieure en fait et qui sont déjà en train ils sont armés, ils sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut, ils patrouillent sur la rivière et ils partent patrouiller toutes les semaines. Ils dégagent tout ce qui est orpaillage illégal. Et ça a fait ses preuves depuis plusieurs années. Donc du coup, en fait, c'est assez encourageant d'avoir ce modèle-là et d'essayer en tout cas de voir la transition que ça peut faire au niveau des Yuturi Warmi d'ici quelques années. Et là, est-ce que vous avez des futurs projets ? Là, avec Canal+, nous avons 2 prochains épisodes, mais pour l'instant, on garde les choses un peu secrètes parce que on est en pleine écriture, donc oui, évidemment, il y a 2 beaux documentaires qui vont encore être tournés pour l'année prochaine. Et c'est vrai que nous personnellement, sur YouTube, en fait, plus on avance dans cette direction, plus on est surexcité et plus on se rend compte qu'en fait, chaque pays a son histoire, son combat, ses combats. Et qu'en fait, dans chaque pays, il y a des gens de n'importe quelle profession, niveau, âge, qui en fait se battent. On les appelle les héros de l'anonyme. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à dire pour protéger le petit bout de forêt, le petit bout de nature qui lui reste selon l'endroit où il est. Et en fait, c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous donne envie aujourd'hui au-delà de grimper dans les arbres, c'est d'aller rencontrer ces gens-là, de leur donner la parole et de les écouter et de relayer surtout
ce qu'ils ont à dire parce que c'est rempli de sagesse, c'est rempli de bon sens et souvent on peut très vite s'en inspirer quoi. Donc ouais, c'est ça qui nous intéresse. Là aujourd'hui, là on est en Pologne. C'est vrai que l'Europe a plein de choses à dire aussi. Pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour entendre des belles histoires et des belles actions à faire. Donc là, autour de l'Europe, on a plein d'idées. Et puis de toute façon, les voyages qu'on va faire avec Canal+ vont aussi nous ouvrir à nous nos propres vidéos aussi YouTube sur lesquelles on va pouvoir rencontrer des gens et communiquer différemment. Donc il y a plein de projets qui vont arriver. On va pas s'arrêter là. Très bien, il faut qu'on s'abonne du coup à votre compte Instagram, chaîne Évidemment. YouTube et puis Canal+. Je voulais dire aussi que ça va l'air aussi beaucoup de plaire à vos abonnés parce que quand on va dans les commentaires YouTube de vos dernières vidéos, il y a plein de commentaires qui vous remercient au-delà du coup de l'aspect sportif que peut y avoir dans les vidéos YouTube, qui vous remercient de parler de tous ces combats. Et j'ai pas vu trop de commentaires de haters, de gens qui vous critiquent, qui critiquent le fait que vous preniez l'avion par exemple. À partir du moment où tu commences à avoir un peu de notoriété, à être connu, c'est toujours un monde de dualité qui s'offre à toi. Donc tu prends ce qu'il y a de bon à prendre et ce qu'il y a de mauvais, vaut mieux pas le prendre. Donc il y a des critiques qui peuvent être constructives, qui peuvent être intéressantes et on est ouvert au changement, on est ouvert à l'évolution personnelle, à tout ça. Mais par contre, s'il y a des trucs qui sont juste incohérents ou juste méchants, ça sert à rien de se faire du mal et de lire tout ce qu'il y a. Moi, ça fait très longtemps que, avec ce que je fais avec le parcours, j'ai été sujet à moqueries, critiques. J'ai eu une enfance qui était à fond là-dedans. Donc, en fait, aujourd'hui, ça me passe au-dessus comme l'eau sur la roche. Et qu'on me dise que c'est pas bien de prendre l'avion, je m'en fous en fait. Je perds même pas le temps à répondre parce que si tu réponds à tout le monde, tu fais plus tes projets déjà parce que tu réponds à beaucoup de personnes. On a déjà décrédibilisé vos projets parce que vous aviez pris l'avion ? Ouais, complètement. Je me permets, je commence. Moi, j'ai quelqu'un qui souvent m'écrit sur Instagram et qui me dit c'est bien beau tout ça, mais il faut arrêter de prendre l'avion pour faire ce que vous faites. Montrer autre chose, montrer qu'on peut se déplacer autrement, ce qui est vrai. Évidemment, nous, quand on peut le faire, on le fait pas en avion. C'est très logique. Quand on ne peut pas, on prendra l'avion. En fait, c'est aussi de se dire c'est agir en conscience. On a conscience que l'avion n'est pas bon du tout. Après, on ne le prend pas 10 fois par mois. On le prend quand il faut le prendre. Et puis aussi, il y a tout un travail à faire au niveau économique. Quand on regarde les prix des trains pour faire telle ou telle distance et les prix d'avion, c'est de la folie, quoi. Comment on peut faire ? Parce que on a tous un portefeuille moyen, on va dire, en général. Ceux qui roulent sur l'or, ils sont quand même assez peu. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, l'avion reste plus économique. Et c'est pas normal, ça. Il faut vraiment que les choses changent là-dessus. Donc, bon, oui, on nous a embêtés là-dessus. Donc, on parle aux gens, on leur explique que, on est comme tout le monde et que parfois, on ne peut pas faire autrement. Point. C'est vrai qu'aujourd'hui, être irréprochable, c'est quasiment impossible, c'est très difficile de nos jours. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans ces dogmatisations, dans ces critiques permanentes de l'écolo parfait qui n'existe pas. L'écolo parfait qui est vegan, qui mange que des betteraves issues du jardin, ça n'existe pas. Il y en a pas. Ou alors, il faut aller en Équateur et puis tu vas te faire zigouiller parce que tu n'as pas le droit d'aller dans certaines parties de la forêt où les peuples non contactés n'acceptent pas les étrangers. Donc voilà, en France et partout dans les pays occidentaux, il faut accepter le fait aussi que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des humains. Et nous essayons de faire au mieux. Donc aujourd'hui, l'axe que l'on a trouvé, c'est de faire des documentaires, d'essayer de montrer, comme disait Audrey, tous ces messages, de tous ces combats, toute cette sagesse qui est là, à nos portes, qui n'attend que d'être transmise et que nous, on peut relayer avec passion et grand plaisir. Vous avez bien raison. De toute façon, je pense que tout le monde a un petit peu des haters. Même nous, chez Floquet, on a des haters. Donc c'est pour dire.
façon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer quoi que ce soit. Donc, bon. Et il faut l'accepter, la critique, parce que si on a décidé de se mettre sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour avoir ça. Après, ça fait plus d'engagement aussi, plus de commentaires. Des fois, c'est pas plus mal pour le référencement. Voilà, faut voir le bon côté. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode. C'est la partie un petit peu recommandation, inspiration. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pas vraiment une question, mais c'est si vous aviez des conseils à donner à vos abonnés qui aimeraient faire comme vous, qui aimeraient se lancer dans le parcours primal ou se lancer sur les réseaux. Moi, le conseil que je pourrais donner, trouver un endroit, un petit bout de verdure et de se donner comme objectif, des petits objectifs très simples d'aller se promener pieds nus. C'est d'essayer en fait de sortir ses pieds de ses chaussures. Alors commencer en été parce que c'est plus pratique, il fait beau et l'herbe est chaude. Et puis après l'idée c'est de voir combien de temps on peut tenir sur une balade en forêt par exemple ou dans un parc, à la mer, peu importe en fait. En fait c'est connecté. Ouh là là, j'ai dit le mot pas bien. C'est de mettre ses pieds, c'est de mettre ses pieds en contact avec la terre. Donc sur un sol différent, peu importe. Et voilà, c'est de commencer. Et puis petit à petit d'augmenter cette balade et de voir à quel point c'est super agréable. Ça, ce serait la première étape à faire pour moi, qui est la plus rigolote. On peut le faire avec ses amis, on peut le faire en famille. Moi, l'autre jour, j'ai fait une balade avec mon papa et ma maman et on a fait je crois qu'on a fait 5 km, alors ils ont été super forts, sur la balade le long de la côte bretonne. C'était très drôle, on a eu mal ensemble, ça nous a chatouillé, ça nous a fait plein d'émotions différentes. Puis après, en plus, on en a reparlé, c'était très intéressant en fait, d'avoir leur petit, etc. C'était un moment très agréable, donc voilà, j'incite les gens à commencer à faire ça avec des potes, en famille, et ça peut faire que du bien. En tout cas, c'est rigolo à faire. C'est quoi les bienfaits de ça, juste ? Les bienfaits de marcher pieds nus, il y en a énormément. De toute façon, il y a plein de choses qui sont très complètes qu'on peut trouver sur Internet, etc. Je vous invite vraiment les gens à aller lire les bienfaits. Mais voilà, en gros, déjà, au niveau des pieds, on a énormément de terminaisons nerveuses, on a énormément de muscles. Et le fait de les enfermer dans une chaussure, en fait, ils ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. La chaussure déforme le pied, déforme les orteils, les hallux valgus, on en a de plus en plus. Ça permet notamment de corriger l'hallux valgus. Moi, j'ai un début et c'est vrai que j'essaie de plus en plus, moi aussi, de marcher tous les jours pieds nus pour pouvoir corriger petit à petit. Alors, c'est une médecine qui est lente, qui est douce, mais c'est une médecine qui marche. Donc, il faut le faire tous les jours, il faut le faire bien. Donc en fait, ça va stimuler vraiment toutes les terminaisons nerveuses. Donc on a un massage au niveau réflexologique qui est topissime. Donc ça réveille aussi, ça vient stimuler tous les petits muscles. Donc ça renforce notre pied, notre proprioception. Donc ça peut prévenir les blessures comme les entorses. Tous ceux qui sont très sujets aux entorses. Je vous invite vraiment à travailler pieds nus, à marcher pieds nus. De toute façon, tous les kinés vous le diront, les orthos, tout le monde. Marcher pieds nus, c'est excellent pour prévenir les chevilles. Voilà, ça améliore la posture, c'est anti-inflammatoire. Voilà, donc tout ça, c'est vrai, mais il faut le faire souvent, tous les jours, idéalement, puisque c'est une médecine douce. C'est pas magique, c'est pas comme si on mettait une pommade anti-inflammatoire et hop, la douleur s'enlève. Non, il faut le faire petit à petit, il faut que ça devienne une routine quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, et voilà. Et petit à petit, en fait, on ressent le bienfait. Et de manière vraiment, là pour le coup, c'est tout de suite que ça marche. En fait, on ressent un bien-être. Ça fait du bien. Tout le monde adore marcher pieds nus dans l'herbe. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est tout. Et en fait, c'est vrai que, voilà, je vous le conseille vraiment. Et même quand ça fait mal, le bien-être, c'est de remettre ses chaussures après. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que ça redonne le plaisir aussi de remettre une chaussette, de remettre une bonne chaussure après avoir marché dans la neige, par exemple. C'est vrai que ça remet les choses à leur place finalement. On mérite ces chaussures. Intéressant. Et toi, Yo, qu'est-ce que tu te conseillerais Mon conseil, ce serait de se déconnecter. On a parlé beaucoup de connexion, mais là, ce serait de se déconnecter. La forêt, c'est un moment privilégié où on lâche son téléphone, on lâche sa montre, on arrête tout ce qui est connecté au digital pour
pour être vraiment là où on est, c'est-à-dire dans le présent, dans la forêt, à l'écoute de ses sens, à l'écoute du vent qui caresse les feuilles dans les arbres, de la canopée, les petits bruits des oiseaux, des animaux. Tout ça, tous ces trucs-là qui peuvent paraître ridicules, anodins, font un bien fou. Et font un bien fou non seulement à la santé physique, mentale, mais aussi à tout ton corps. C'est quelque chose qui te transperce. Donc le meilleur conseil, c'est... parce que souvent on peut se dire « Ah ben je vais faire comme lui, prends ton téléphone, filme-moi ». On n'est même pas sûr de réussir le mouvement, qu'on l'a même pas travaillé, qu'on veut déjà filmer. Et on est dans ce truc de surconsommation absolue, à chaque fois, à chaque instant. Vas-y, filme. Pause ça. Pause, accorde-toi une pause aussi à toi. Accorde-toi ce moment privilégié avec toi-même dans la nature. Ça, c'est mon conseil. Et puis, j'ai un scoop, c'est gratuit. C'est gratuit, donc il n'y a pas d'entrée à payer dans une salle. En fait, on enlève ses chaussures, on coupe son téléphone, on écoute les oiseaux, on sent l'herbe sous le pied et c'est gratuit et ça fait un bien fou gratuit. Et sans chaussures, en plus, c'est encore moins cher du coup. Bah ouais. Pas de matériel. Non. Pas de Et matériel. est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont marqué, qui ont eu un impact sur votre parcours? Ça peut être un livre, un film, voilà, peu importe. Ou quelqu'un, une personne qui vous a inspiré. À titre d'inspiration, moi, c'est les animaux qui m'ont inspiré. C'est de regarder des documentaires, de m'informer, de lire, d'avoir des obsessions ponctuelles avec certains animaux qui m'inspiraient de par leur comportement, leur façon de bouger, leur environnement aussi. Et j'avais envie de mettre à la place de ces animaux pendant mes sessions d'entraînement dans les arbres. Je me transformais. C'était vraiment c'était cette métamorphose qui transcendait mes entraînements et qui me rendait plus performant aussi. Plus que de me dire je vais faire cet exercice pour me renforcer, c'était de me mettre à la place de l'animal. C'était ça qui allait renforcer ma condition physique. Après, en œuvre, moi, c'est Tolkien. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, cette description de la nature, cette quête aussi, complètement folle, de l'impossible. Il y a cette phrase qui ressort, que j'aime beaucoup, c'est même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Donc ça veut dire qu'on n'est pas foutu. Et j'aime beaucoup l'univers, autant le livre que le film, ces deux œuvres que je regarde chaque année ou que je relis des passages et j'adore. Il connaît tout par cœur. Littéralement, les œuvres longues. Moi, récemment, c'est un documentaire qui s'appelle Le chef papou qui relaie le cri de la forêt. Ça m'a bouleversée, j'ai pleuré tout le long. Non, pas au début, t'as pas pleuré au début. Bon d'accord, alors le début j'ai pas pleuré. J'ai beaucoup pleuré après. En fait ça m'a fait comme un électrochoc parce que c'est un monsieur qui on le suit en fait, il va parler de sa forêt parce qu'elle se fait évidemment couper dans tous les sens pour notamment le bois chinois. Et en fait on fait comme on fait partout en Amazonie, il y a des gens qui viennent sur leur territoire couper les arbres pour les revendre et ils utilisent les autochtones sur place pour les couper. Donc en fait, les propres personnes coupent leur propre forêt pour rien du tout, évidemment. Et eux partent avec des énormes bateaux, prendre leurs arbres centenaires, très vieux, des arbres magnifiques. Là, dans des forêts primaires, intouchés, qui recèlent d'animaux, de médecine, de tout ce que vous... Bref. Des trésors, quoi. Des trésors, voilà. Et donc nous, occidentaux, on a envie d'être fâchés, on est outrés, on a énormément... Enfin, moi, je regarde je crie, en fait, vraiment, je criais, je trépignais sur mon canapé. Et ce monsieur n'est jamais en colère. Et ça m'a fait pleurer, parce qu'en fait... j'ai eu il m'a mis beaucoup de leçons. Il n'était pas en colère. Il allait voir ses congénères couper les arbres, lui demander pourquoi il faisait ça. Et les gens répondaient, mais parce qu'ils me promettent de l'argent, parce qu'ils me promettent de la nourriture, etc., qu'ils n'ont pas. Parce que même ces gens-là, on les rend dépendants de choses comme ça, comme l'alcool, comme de la cigarette. On les achète comme ça, on les achète avec des écoles, avec des routes, etc., etc. Donc en fait, ils disent oui, puis après ils sont fichus, ils peuvent plus faire marche en arrière. Et ce monsieur n'est jamais en colère. Ce monsieur rencontre les différents dirigeants
je sais plus si c'est du monde, mais en tout cas beaucoup de dirigeants européens, etc., pour expliquer qu'il faut arrêter de couper la forêt, qu'il faut arrêter. Il n'est jamais en colère. Il comprend pourquoi les gens font ça, mais il explique qu'il faut pas le faire avec amour. Et s'il y a une définition de l'amour, c'est lui. Et ça m'a rempli le cœur d'amour, et depuis, ça m'a beaucoup calmée aussi. Ça m'a fait relativiser. C'est qu'en fait, chaque personne, en fait, on agit tous avec une raison. Et donc, voilà, il faut juste expliquer aux gens qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas le faire. Et la colère et la haine ne résout rien et n'aident pas. Et donc, moi, ça m'a bouleversée vraiment. J'invite les gens à regarder ce reportage. En plus, il fait du sur bien. YouTube. Oui, il est sur YouTube. C'est gratuit. Ah, trop bien. Tout est gratuit avec vous. Ah bah oui, Manon, on est plein de bons tips. Je mettrai tout ça du coup dans la description. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. C'était très chouette. Merci à vous. On a pu aborder plein de sujets intéressants, que ce soit sur la partie plus sportive. Bon, je vais pas dire reconnexion avec la nature, mais... contact, on va dire. Le contact avec la nature, et puis tout ce que vous nous avez appris sur vos expéditions et les causes pour lesquelles vous vous êtes engagés. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Élise. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.